Je m'appelle Sabrina Steele, j'ai 41 ans, et la dernière fois que ma sœur m'a regardée sans mépris, elle empruntait mon pull en cachemire préféré pour impressionner un garçon qui lui briserait plus tard le cœur. Elle avait toujours su prendre ce qui était à moi et se l'approprier. Ce soir-là, elle portait du blanc. Le mariage de Geneviève était exactement le spectacle dont elle avait toujours rêvé. Extravagant, impeccable et nauséeusement coûteux. La salle de bal du country club le plus exclusif de la ville était baignée de crème et d'or. Des bouquets cascadant de roses importées aux petits chocolats enveloppés de feuilles d'or estampillées des initiales d'elle et du marié, c'était une performance minutieusement orchestrée pour diffuser le succès, la richesse et, par-dessus tout, la supériorité. Sa supériorité, j'étais assise à une table dans le coin le plus reculé de la salle de bal, un satellite en orbite lointaine du soleil éclatant de la table d'honneur. Elle était stratégiquement placée à côté de l'entrée de service, où le cliquetis des plats offrait une distraction bienvenue. C'était l'île des jouets cassés, l'endroit pour les parents éloignés et les invités obligatoires qui ne s'intégraient pas tout à fait dans le portrait parfait de la vie parfaite de Geneviève. C'était l'endroit pour moi. J'étais sa sœur aînée, sa seule fratrie, et j'avais été placée avec une grand-tante que je n'avais pas vue depuis 20 ans, et l'ancien voisin de nos parents, un homme gentil qui n'arrêtait pas de me demander si je me souvenais de ses pétunias primées. Pour eux et pour tous les autres ici, j'étais Sabrina, l'autre fille Steele. Geneviève était la brillante, la charmante, la radieuse, l'héritière apparente de la prestigieuse firme d'architecture de notre père. J'étais l'ombre, discrète, intense, celle qui avait fui, comme aimait à le dire notre mère Léonora, pour rejoindre l'armée, dans leur monde. J'avais échangé l'élégance des plans d'architecture et des collectes de fonds de la haute société contre la rudesse et la crasse perçue de la vie militaire. Un choix qu'il considérait à la fois bizarre et un peu pathétique. Une impasse. Sabrina a toujours été si intense. J'ai surpris Léonora en train d'expliquer à l'un des invités, sa voix un mélange soigneusement calibré d'affection maternelle et de regret social. Cette vie dans l'armée, ça change une personne? Mais c'est un travail stable, je suppose. Un genre de poste de bureau pour le gouvernement. Vous savez, un poste de bureau. C'était le récit auquel il s'était accroché pendant plus d'une décennie. Une étiquette réconfortante et méprisante. Cela leur permettait de réduire ma vie à une boîte nette et non ménathreite. Ils m'imaginaient dans un bureau terne et sans fenêtre, à tamponner des formulaires, en triple exemplaire. C'était pratique. Ça me rendait plus petite. Et leur monde, en comparaison, plus grandiose. La vérité était un peu plus complexe. Je n'étais pas une employée de bureau, j'étais major dans le corps des avocats-juges de l'armée des États-Unis, Judge Advocate General's Corps. Je ne tamponnais pas de formulaire. Je poursuivais en justice les crimes de guerre, conseillais les généraux sur les lois des conflits armés et naviguais les complexités légales labyrinthiques qui surgissaient lorsque la sécurité nationale et le droit international entraient en collision. Mon bureau avait été dans des salles d'audience à Bagdad, des salles de briefing au Pentagone et des tables de négociation à La Haye. Mes documents avaient façonné des politiques et décidé des destins, mais je ne les ai jamais corrigés. Je les ai laissés à leur version. Leur sous-estimation était mon armure. Le gouffre qui avait divisé notre famille en deux n'était pas un événement soudain, mais une érosion lente et grinçante qui avait commencé le jour où notre père, Richard Steele, un homme que j'adorais, avait reçu son diagnostic, cancer du pancréas. Geneviève, toujours la performeuse, était devenue l'ange attentionné, planant au chevet de son lit, ajustant ses oreillers et lui lisant les pages financières, sa voix un baume apaisant. J'étais capitaine à l'époque, déployée en Allemagne. Ma connexion avec lui se réduisait à des appels craquants et retardés sur un téléphone satellite. Ma voix un fantôme d'un monde qu'il ne comprenait plus. Quand il est décédé, je suis rentrée chez moi en congé d'urgence. La maison était emplie de l'odeur entêtante des lys et des murmures feutrés et performatifs du deuil. Les vraies funérailles, celles où ma place dans la famille a été officiellement enterrée, ont eu lieu 2 semaines plus tard dans le bureau lambrissé d'acajou de l'avocat de la famille, un homme nommé M. Abernathy. La lecture du testament a été le chef-d'œuvre de Geneviève. Elle l'a délivré non pas avec un cri triomphant, mais avec un soupir tranquille et attristé, comme si le fardeau de tout cela était trop lourd à porter. La firme d'architecture, l'œuvre de la vie de notre père, lui était laissée entièrement.
La vaste maison familiale, celle remplie de souvenirs de mon enfance, était aussi à elle. J'ai hérité d'un fonds en fidéicommis, une somme assez substantielle pour sembler généreuse aux yeux des étrangers, mais qui, en réalité, n'était qu'une misère comparée à la valeur de la succession. L'insulte finale était dans les termes: je ne pouvais pas toucher au capital avant mes 50 ans. Et même alors, seulement avec l'approbation de Geneviève en tant qu'exécutrice. C'était une laisse en or. Papa était si inquiet, Sabrina, avait dit Geneviève, sa main posée sur la mienne dans une parodie grotesque de sollicitude surlie. Notre mère se tenait à ses côtés, une statue silencieuse et hochant la tête d'assentiment. Ton style de vie. Il est si instable, toujours en mouvement, toujours dans des endroits dangereux. Il voulait savoir que tu aurais un filet de sécurité, mais la firme, elle a besoin d'engagement. Elle a besoin de quelqu'un qui est là. Il savait que tu ne pouvais pas fournir ça. C'était un mensonge. Poli jusqu'à briller. Mon père avait été fier de mon service. Il gardait une carte dans son bureau avec des épingles, marquant chaque endroit où j'avais été stationnée. Il encadrait mes certificats de promotion, mais dans les derniers mois embrumés de sa vie, affaibli par la morphine et la peur, il avait été vulnérable aux murmures doux et insistants de Geneviève. Elle m'avait dépeinte comme une nomade imprudente, une fille qui avait abandonné sa famille, tout en se présentant comme l'héritière fidèle, la seule assez loyale pour perpétuer son héritage. Dans sa faiblesse, il avait signé les papiers qu'elle avait placés devant lui. J'ai regardé ma mère, cherchant une alliée, un éclat de protestation. Je n'ai rien trouvé. Ses yeux ont glissé des miens. Geneviève a raison. Ma chérie, avait-elle murmuré, en tapotant mon autre main, c'est pour le mieux. C'est ce que ton père voulait. Dans cette pièce stérile lambrissée de bois, j'ai perdu plus qu'un héritage. J'ai perdu ma famille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Un calme froid et tranquille s'est installé sur moi. J'ai regardé leur visage, un front uni de pitié et de justification, et j'ai compris. C'était une bataille que je ne pouvais pas gagner avec l'émotion. Alors j'ai choisi de ne pas me battre du tout. J'ai signé les papiers, suis sortie de ce bureau, et ne leur ai plus jamais rien demandé. Je suis retournée dans mon monde. Un monde bâti sur un code d'honneur clair et une chaîne de commandements sans ambiguïté, et je me suis concentrée sur mon travail. J'ai construit mon propre héritage, une promotion à la fois. Et maintenant, j'étais là, à son mariage, une exposition dans le musée de son succès. Le marié était un homme nommé Robert Prescott, un capitaine de l'armée qu'elle avait rencontré à une vente aux enchères caritatives, où il était le célibataire, mis aux enchères. Il était beau, avec un regard stable et une posture droite comme un I d'un soldat de carrière. Geneviève adorait l'exhiber, le qualifiant de mon héros. Se délectant de la gloire reflétée de son uniforme, l'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Mon uniforme était une source de honte familiale. Le sien était un symbole de statut. Je les ai observés pendant leur première danse. Ils formaient un tableau parfait glissant sur la piste. Mais en tant que professionnel qui étudiait les gens pour vivre, j'ai vu les signes révélateurs. J'ai vu le resserrement minuscule de la mâchoire de Robert quand Geneviève riait un peu trop fort. J'ai vu la façon dont son sourire n'atteignait jamais vraiment ses yeux. C'était un homme de structure et d'intégrité, un homme qui comprenait le devoir. Le monde de Geneviève était celui des manœuvres sociales et des cruautés subtiles. Il parlait des langues différentes. C'était un mariage destiné à devenir une négociation prolongée de reddition. Plus tard, les toasts ont commencé. Le témoin a raconté une série d'anecdotes fades et répétées. La demoiselle d'honneur a pleuré. Puis, le père de Robert, un général 2 étoiles à la retraite nommé Michael Prescott, a pris le micro. C'était une figure imposante, un homme qui irradiait une autorité tranquille et inébranlable. Il a parlé d'honneur, de devoir et de la fusion de 2 familles. Puis, ses yeux m'ont trouvé dans mon coin de la salle. Je veux aussi adresser un accueil spécial à la sœur de Geneviève, Sabrina, a-t-il dit, sa voix résonnant dans la salle de bal. Geneviève avait dû le briefer, lui donner la version aseptisée de ma vie. On nous dit que vous servez aussi notre pays au nom d'une nation reconnaissante et de notre famille. Merci pour votre service. Une vague d'applaudissements polis et tièdes a ondulé dans la salle. J'ai senti une centaine de pères d'yeux se tourner vers moi, leur regard empli d'un mélange de curiosité et de pitié. Pauvre Sabrina, la sœur du soldat. Geneviève m'a adressé un sourire radieux depuis la table d'honneur. Un sourire magnanime qui voulait clairement dire « Vois, je suis généreuse ».
Je reconnais ta petite vie. J'ai simplement hoché la tête en remerciement au général, mon visage un masque soigneusement composé. La soirée s'est poursuivie. J'avais planifié mon échappée. Un adieu irlandais discret avant même que le gâteau ne soit coupé. Mais alors que je rassemblais ma pochette, Robert, le marié, est apparu à ma table. Il était seul. Geneviève tenait sa cour avec un cercle d'admirateurs. Madame, a-t-il dit, sa voix basse, presque hésitante. Il a utilisé le terme de respect automatiquement, un réflexe forgé par des années d'entraînement. Robert, ai-je répondu, utilisant son prénom pour le mettre à l'aise. Félicitations, c'est un beau mariage. Merci, madame, a-t-il dit à nouveau, l'air mal à l'aise. Je ne savais pas que vous seriez là. Geneviève a mentionné que sa sœur était avocate, mais elle n'a pas été précise. De l'autre côté de la salle, Geneviève nous a repérés. Son sourire parfait a vacillé une seconde en voyant son nouveau mari me parler, puis parler à moi. Elle a immédiatement commencé à glisser vers nous, sa robe de couture bruissant comme un étendard de bataille. Robert, chérie, ne lasse pas ma sœur avec toutes tes histoires d'armée ennuyeuses, a-t-elle roucoulé, en glissant son bras possessivement dans le sien. Ses yeux ont fusé vers moi, acérés et méprisants. Sabrina travaille à un poste de bureau, une avocate civile pour le gouvernement. Elle ne comprendrait pas toutes tes histoires de soldats. Elle a tourné son sourire éblouissant vers lui. Voici Robert. C'est un vrai soldat, un capitaine. L'insulte a été délivrée avec une précision chirurgicale, conçue pour me diminuer et l'élever. Tout en maintenant la façade d'une sœur aimante, Robert s'est raidi. Il a lentement tourné la tête pour regarder sa nouvelle épouse. Puis il m'a regardé. Son visage, entraîné à l'impassibilité, était un kaléidoscope de choc, d'horreur naissante et d'incrédulité. Il était capitaine, l'insigne de grade sur mon uniforme de soirée, que j'avais porté par respect pour l'uniforme qu'il partageait avec son père, était la feuille de chêne dorée d'un major. Dans son monde, ce n'était pas juste une différence d'un grade de paye, c'était un abîme de rang, d'expérience et d'autorité. Il venait d'assister à une civile, sa femme, manquer publiquement de respect à un officier supérieur de grade de campagne. Il a instinctivement redressé sa posture, retirant son bras de l'emprise de Geneviève. Geneviève, a-t-il dit, sa voix coupante et formelle. C'est le Major Steele. Geneviève a cligné des yeux, utterly confuse par son ton. Oui, je sais. C'est ma sœur, Sabrina Steele. De quoi parles-tu? Non, a dit Robert, son regard rivé sur moi, son ton maintenant bordering sur la révérence. C'est le Major Sabrina Steele, du corps des avocats juges. Elle était la procureure principale dans les affaires consolidées de Fort Hood. J'ai regardé ses plaidoiries orales devant la commission des services armés sur Cespan. Le silence qui est descendu sur notre petit coin de la salle de bal était absolu. Ma mère, qui était à la table voisine, s'est figée avec sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. La grand-tante m'a regardée, la mâchoire pendante. Geneviève avait l'air d'avoir été giflée. Quoi? Fort Hood. De quoi parles-tu? C'est une employée de bureau du gouvernement. La voix qui a coupé à travers son déni bégayant était profonde et autoritaire. C'était le général Prescott. Il avait entendu son fils et se tenait maintenant à côté de notre table, son expression sombre et intensément concentrée. Major Steele, a demandé le général, ses yeux perçants examinant mon uniforme, mon grade, mes rubans, la Sabrina Steele. Je me suis levée lentement, mes mouvements économiques et précis. Je n'ai pas regardé ma sœur ou ma mère. J'ai regardé le général. J'étais dans son monde maintenant. Oui, monsieur, ai-je dit, ma voix calme et stable. Le général Prescott a tenu mon regard un long moment. Et puis son expression sévère s'est adoucie en une de profond respect. Major, c'est un absolu honneur, de vous rencontrer. Votre mémoire sur l'affaire de fraude au contrat de Bagram était un chef-d'œuvre. C'est une lecture obligatoire à l'école de guerre maintenant. Vous avez établi le nouveau précédent. Geneviève a émis un petit son d'étouffement. Elle a regardé du général à son mari à moi, son visage un masque de confusion totale et d'humiliation. Sa réalité minutieusement conçue s'effondrait autour d'elle. Bagram, école de guerre. Que se passe-t-il? Enfin, j'ai tourné mon regard vers elle. J'ai regardé dans les yeux de la sœur qui avait volé mon droit de naissance et méprisé l'œuvre de ma vie. Je n'ai ressenti ni colère, ni triomphe. J'ai ressenti seulement le clic froid et satisfaisant d'un verrou qui se met en place. Tu avais raison sur une chose, Geneviève, ai-je dit, ma voix calme,
mais portant dans le silence soudain, j'ai bien un poste de bureau. Sauf que mon bureau est là où l'armée a besoin que justice soit rendue. Parfois, c'est une salle d'audience dans une zone de guerre. Parfois, c'est une salle de briefing au Pentagone. Le visage de ma mère était cendreux. Elle me regardait comme si j'étais une étrangère, un fantôme qui s'était soudain matérialisé à la table, portant le visage de sa fille, mais irradiant une autorité qu'elle ne pouvait pas comprendre. Geneviève a fait un pas involontaire en arrière, trébuchant légèrement, son mariage parfait, son moment de triomphe ultime, avait été irrémédiablement terni, et la personne qui l'avait fait n'était pas moi, c'était la vérité. Toute sa vie, elle avait bâti son succès sur un fondement de mensonges, sur qui j'étais. Et ce fondement venait de s'effondrer devant les deux hommes dont elle désirait le plus le respect. Son nouveau mari et son beau-père puissant ne la regardaient pas. Ils me regardaient moi avec émerveillement. J'ai besoin d'air, a-t-elle bégayé. Et en se tournant, elle a fui la salle de bal, sa parfaite robe blanche traînant derrière elle, comme un drapeau de reddition. Je suis restée debout dans le projecteur soudain et intense. Le général Prescott a commencé à me poser une question détaillée sur le droit international. Robert se tenait là, silencieux et mortifié. Ma famille, les tantes et oncles et cousins, me regardaient avec des yeux nouveaux et incertains. Je n'étais plus la pauvre Sabrina, j'étais quelqu'un d'autre entièrement. Je ne suis pas restée pour regarder les retombées. J'ai poliment excusé du général et donné à Robert un hochement de tête pur et professionnel, et suis partie. En passant devant ma mère, elle a tendu la main, tremblante. Sabrina. Je ne savais pas. Oui, ai-je dit, ma voix dépourvue d'émotion alors que je continuais à marcher. C'était le but. En sortant de la salle de bal étouffante pour entrer dans l'air frais et pur de la nuit, j'ai senti un poids que je n'avais même pas réalisé porter s'envoler de mes épaules. Je n'avais pas cherché la vengeance. La vengeance est une chose chaude, salée, émotionnelle. Ceci était justice, calme, précise et irréfutable. Geneviève avait bâti son royaume sur les cendres de mon héritage. Ce soir, elle a appris que pendant qu'elle décorait son château, je construisais un empire, et mon empire était réel,